Résumé des épisodes précédents, on est toujours sur notre problème de deux partitions. Donc on a un ensemble d'entiers et on veut le couper en deux sous-ensembles tels que la somme des éléments dans chacun des deux sous-ensembles est à peu près la même. Donc en fait que le sous-ensemble de somme maximale soit le plus petit possible. Donc on a vu les algorithmes gloutons qui sont le premier une 3,5 approximation, le deuxième une 7/6 approximation. Et là, à la fin, juste avant le repas, je vous ai prétendu que, quel que soit le facteur d'approximation lambda strictement supérieur à 1 que vous me donniez, je serais capable de construire en temps polynomial je serais capable de produire un algorithme d'approximation qui soit une lambda approximation, donc qui trouve en temps polynomial une solution lambda approchée de l'optimale. Alors, plus formellement, en fait, donc évidemment, je ne vais pas pour chaque valeur de lambda créer ex nihilo un nouvel algorithme, donc on va générer une famille d'algorithmes. Donc formellement, on appelle ça un schéma d'approximation en temps polynomial. Donc qu'est-ce que c'est un schéma d'approximation en temps polynomial? Donc c'est un algorithme d'approximation qui va prendre en entrée une instance du problème, qui va prendre en entrée une valeur epsilon strictement positive. Notre algorithme d'approximation va avoir un facteur d'approximation qui est égal ou inférieur ou égal à 1 plus epsilon, et il va s'exécuter en temps polynomial en la taille de l'instance, mais le epsilon, vous me l'avez donné, donc le epsilon, il est fixé. Donc là, je reviendrai sur la question de Stéphane plus tard. Là, c'est polynomial en la taille de l'instance, mais le epsilon étant fixé. Donc une autre formulation, c'est pour tout epsilon, donné fixé, il existe un algorithme d'approximation, de facteur d'approximation 1 plus epsilon, qui s'exécute en temps polynomial en la taille de l'instance. Donc en anglais, on parle de Polynomial Time Approximation Scheme, donc classiquement PETAS. Oui, c'est vrai que ça, je ne remarque même plus parce que c'est vraiment classique, mais ouais, c'est un PETAS en français dans le texte. Alors, la question, c'est, j'ai prétendu que j'étais capable de le faire. Démonstration. Donc, on prend une instance de deux partitions et on prend la valeur epsilon que vous m'avez donnée. Alors, juste notation, je note à max le plus grand des entiers et à somme la somme de tous mes entiers. Donc, à partir de ça, je définis une valeur L qui est le maximum donc, entre la valeur du plus grand entier et la somme des entiers divisé par 2. Donc ça, en fait, ce sont deux bornes inférieures de ma solution optimale. Donc L, c'est une borne inférieure de ma solution optimale. À partir de cette valeur L et de la valeur epsilon que vous m'avez donnée, je vais distinguer les entiers, je vais les ranger en deux catégories. Je vais avoir les petits entiers et les grands entiers. Donc, les petits entiers, ce sont tous ceux dont la valeur est inférieure ou égale à epsilon fois L. Et les grands, c'est donc les autres, tous ceux dont la valeur est strictement supérieure à epsilon fois L. Alors, à partir de ça, à partir de mon instance et de ma borne de taille epsilon L, je vais créer une nouvelle instance. Donc cette nouvelle instance I étoile, elle va contenir exactement les mêmes grands entiers que mon instance de départ. Là où je vais changer les choses, c'est uniquement sur les petits entiers. Je ne vais pas du tout les mettre, les petits entiers, et à la place, je vais mettre un certain nombre de fois une valeur epsilon L. Alors évidemment, epsilon L, ce n'est pas forcément entier, mais ce n'est pas grave. Le tout, c'est qu'à la fin, je vous fournisse une solution du problème initial. Donc avec mes entiers, je rajoute des valeurs, donc tout égale entre elles, tout égale à epsilon fois L, et le nombre que je rajoute, c'est partie entière inférieure de S sur epsilon L. Où S, c'est quoi? S, c'est la somme de tous les petits entiers que j'ai remplacés. Donc je remplace tous les petits entiers par un ensemble de valeurs tout égales entre elles.
et on voit que grosso modo, ça va avoir la même somme, un chouille après. Alors, j'ai construit une nouvelle instance. Qu'est-ce que je vais en faire? Donc, quelle est la structure de la preuve que je vais vous dérouler? Alors, la première chose, c'est que je vais vous montrer qu'une solution optimale pour ma nouvelle instance, elle a un coût qui est pas très supérieur, enfin, au pire, pas très supérieur au coût de la solution optimale de l'instance initiale. Donc, le coût d'une solution optimale pour ma nouvelle instance est au pire 1 plus epsilon fois le coût de la solution optimale pour l'instance initiale. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est que, bon, évidemment, si vous voyez ça, c'est bien gentil, mais j'ai déplacé le problème et il faut encore que je résolve ça pour pouvoir faire quoi que ce soit. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est que je sais résoudre en temps polynomial ma nouvelle instance. Donc, je sais résoudre en temps polynomial ma nouvelle instance. L'optimal de la nouvelle instance n'est pas très éloigné de l'optimal de l'instance de départ. Et ce qui restera à faire, c'est à partir de l'optimal de la nouvelle instance, de construire une solution de l'optimal de l'instance de départ. Donc on va faire ça pas à pas. Donc on commence par la première étape, montrer qu'une solution optimale de la nouvelle instance a un coût, une taille qui est au maximum 1 plus epsilon fois la taille de la solution optimale de l'instance de départ. Donc pour ça, je prends une solution optimale de l'instance de départ. Donc, mon instance, j'ai deux partitions. Donc, j'ai un ensemble d'entiers mis dans la première partition, un ensemble d'entiers mis dans la deuxième partition. Donc, j'appelle S1 la somme des petits entiers dans la première partition et S2 la somme des petits entiers dans la deuxième partition de ma solution optimale de l'instance de départ. Je vais créer une nouvelle instance du problème. Donc, ça va être une troisième. Je crée l'instance avec sa solution. Donc, comment est-ce que je crée cette instance I'? Les grands entiers, je n'y touche pas. Donc, je garde les mêmes que dans l'instance précédente, que dans l'instance I, et je les mets dans les mêmes partitions. Dans la partition 1, je vais mettre les petits entiers, je vais les remplacer par partie entière supérieure de SI sur epsilon. Pardon, j'ai parlé de la partition 1, donc partie entière supérieure de S1 sur epsilon L. Donc j'avais un ensemble de petits entiers dans ma solution optimale opt, dans la première partition, et je les remplace par partie entière supérieure de S1 sur epsilon L fois la valeur epsilon L. Et je fais la même chose sur la deuxième partition. Donc là, je remplace mes petits entiers par des valeurs identiques, plus grandes, et dont la somme est potentiellement légèrement supérieure. Alors ce qu'il y a, c'est qu'en tout, j'ai mis au moins autant de fois la valeur epsilon L dans ma nouvelle instance I' que je ne l'avais dans mon instance I étoile. Pourquoi? Combien j'en ai mis? Dans la première partition, j'en ai mis partie entière supérieure de S1 sur epsilon L. Dans la deuxième partition, partie entière supérieure de S2 sur epsilon L. Bon, ça, c'est supérieur à S1 plus S2 sur epsilon L, partie entière inférieure. Et ça, c'est exactement le nombre de valeurs epsilon L que j'ai mis dans mon instance I étoile. Donc, quelle est la différence entre mon instance I' et mon instance I étoile? Dans I', j'ai tout ce que j'ai dans I étoile, et en plus, j'ai peut-être une ou deux valeurs epsilon L. Donc, entre autres, ça me dit que la valeur de la solution optimale pour I étoile, elle est inférieure à celle de la valeur optimale pour I', puisque I étoile est incluse dans I'. Et de combien est-ce que j'ai augmenté la taille de ce qu'il y a dans une partition quand j'ai remplacé les petits entiers par un certain nombre de fois epsilon L, ici? Eh bien, partie entière supérieure de SI sur epsilon L fois epsilon L moins ici, donc ça, c'est plus petit que epsilon L. Donc j'ai potentiellement agrandi la taille de mes partitions, mais au pire d'une taille epsilon L. Donc en résumé, la taille de ma solution I', elle est inférieure à la taille de la solution optimale plus epsilon L, ce que j'ai vu ici.
quand j'ai transformé, j'ai agrandi chacune des partitions au maximum de epsilon L. Et donc, ce que j'avais repéré ici, que I étoile est inclus dans I', donc le coût de la solution optimale pour l'instance I étoile est inférieur ou égal à le coût de la solution I'. Donc, T étoile opt il me manque une étape là. Oui, pardon, bien sûr. Non, c'était marqué ici. Donc, le coût de la solution optimale pour I étoile, c'est inférieur au coût pour I', et le coût pour I', il est inférieur à T opt plus epsilon L. Et donc, L, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un minorant, une borne inférieure sur la valeur de la solution optimale, et donc on obtient notre encadrement, notre borne supérieure en 1 plus epsilon fois le coût de la solution optimale. Donc le coût de la solution optimale de la nouvelle instance I étoile est inférieur à 1 plus epsilon fois le coût de la solution optimale de l'instance de départ. Donc, OK, c'est déjà un point, mais maintenant, j'ai déplacé le problème, il faut que j'aille calculer ça. Donc il faut que j'aille trouver une solution optimale pour mon instance I étoile. Donc c'est l'instance dans laquelle j'ai remplacé toutes les petites tâches par un ensemble de tâches de taille epsilon, toutes les petites entiers, pardon, par un ensemble de valeurs égales à epsilon L. Donc la question c'est comment construire en temps polynomial une solution optimale de mon instance I étoile. Je vous écoute. Rappel, je ne suis pas connu pour faire dans la subtilité. Bon, non, ça n'a pas marché. Plus simple. Donc la solution, c'était de mettre les grosses d'abord et puis de compléter avec les petites. Ça n'a pas marché. Non, non. Vous cherchez trop compliqué. C'est plus simple que ça. Non, non. Vous n'êtes pas du tout parti dans la bonne direction. Bon, combien est-ce que j'ai de valeurs dans mon instance I étoile? Oui? On remplit la première instance jusqu'à ce qu'on ne plus rien mettre, et puis on complète avec des epsilon L jusqu'à avoir une différence. Non, non. Là, je cherche l'optimal. Je ne cherche pas un approché de l'optimal, je cherche l'optimal. Donc la réponse, elle est là sur le slide. Combien est-ce que j'ai de valeurs dans l'instance I étoile? Alors, les petits entiers de I, de taille totale S, ont été remplacés par la valeur epsilon L un certain nombre de fois. C'est partie entière inférieure de S sur epsilon L. La somme totale des valeurs, elle n'a pas augmenté. Parce que j'ai potentiellement un peu perdu. Donc la somme totale des valeurs, elle est au plus à somme, donc ce que c'était précédemment, la somme de tous les entiers, et donc par définition de L, c'est inférieur à 2 fois L. Chaque valeur, maintenant, elle est au moins égale à epsilon L, puisque toutes celles qui étaient strictement supérieures à epsilon L, je les ai gardées, celles qui étaient plus petites, je les ai remplacées par des copies de epsilon L. Donc, j'ai un ensemble de valeurs de somme inférieure ou égale à 2L, et chacune d'entre elles vaut au moins epsilon L. Donc, combien est-ce que j'ai de valeurs d'objets dans mon instance I étoile? J'en ai au plus partie entière supérieure de 2L sur epsilon L, donc je n'ai au maximum 1 plus 2 sur epsilon. Donc,
comment est-ce que je trouve une solution optimale? Bah oui. Epsilon, vous me l'avez donné, c'est fixé, c'est une constante. Je teste tout. Je génère toutes les partitions possibles et je prends la meilleure. Donc ça, epsilon, c'est une constante. Donc 1 plus 2 sur epsilon, c'est une constante. Donc, i étoile, eh ben, c'est de taille constante. Donc c'est taille polynomiale en la taille de i. Et donc je génère les deux puissances, quelque chose comme partie entière supérieure de 2 sur epsilon partitions possibles. Je calcule la valeur de chacune d'entre elles, je garde la meilleure. C'est du temps constant. Donc c'est du polynomial. Je vous avais dit que je ne faisais pas dans la subtilité. Donc là, on a un procédé classique. On a transformé notre instance en une instance de caractéristiques proches. Je vous ai montré que l'optimal de cette nouvelle instance était au pire 1 plus epsilon fois plus grand que l'optimal de l'instance de départ. Et par contre, j'ai réduit considérablement la taille de mon instance. Enfin, considérablement, j'exagère peut-être un peu, mais j'ai réduit la taille de mon instance en fait, pour l'avoir ici de taille constante. Et donc là, je peux me permettre d'utiliser un algorithme qui est de fait de complexité exponentielle. Et donc là, je teste tout et je trouve une solution optimale, je vais la garder et à partir d'elle, je vais générer une solution de mon problème de départ. Donc c'est la troisième étape. Comment à partir d'une solution de mon instance i étoile, j'obtiens une solution de mon instance i. Donc soit opt étoile, une solution optimale du i étoile, donc obtenue par recherche exhaustive. Donc dans opt étoile, je note si étoile, la somme des tailles des... Ce n'est pas les petits entiers là, c'est les petites valeurs dans la partition i. Donc, on va construire une partition P de mon instance de départ i à partir de ma solution opt étoile. Donc, comme d'habitude, les grands entiers, je les laisse au même endroit. Ensuite, eh ben, je vais prendre la première partition et je vais lui rajouter des petits entiers. Donc là, on est sur l'instance de départ, donc c'est vraiment des entiers. Donc je rajoute des petits entiers à la première partition jusqu'au moment où la somme de ces entiers, je le fais tant que je ne dépasse pas ce que j'avais dans ma solution opt étoile plus 2 epsilon L. Si quand je vais rajouter une valeur, je ne vais plus respecter cette borne de S1 étoile plus 2 epsilon N, je ne le fais pas. Mais sinon, je rajoute. Et une fois que je rajoute, à un moment, je ne peux plus. Et quand je ne peux plus rajouter à la première partition, ben, le reste, je le rajoute à la deuxième partition. Alors, donc là, il y a une erreur. Alors, non, c'est les... Non, c'est pas... Oui, pardon, au plus, non, c'est moi qui lis mal, c'est totalement correct. C'est les petits entiers, par définition, ils ont une valeur inférieure ou égale à epsilon L. Donc, je les ai rajoutés à la première partition, et j'ai arrêté quand en rajouter un allait faire passer ce qu'il y avait comme petits entiers dans la première partition à une valeur supérieure, strictement supérieure à S1 étoile plus 2 epsilon L. Donc, comme ils valent tous moins de epsilon L, celui que j'ai essayé de rajouter, il valait moins que epsilon L, donc si ça allait dépasser, ça veut dire que ce qu'il y avait à ce moment-là dans la première partition était strictement supérieur à S1 étoile plus epsilon L. Donc la taille totale des petits entiers dans la première partition, à la fin, c'est au moins S1 étoile plus epsilon L. Et donc, combien est-ce qu'il m'en reste des petits entiers à la fin? Eh bien, au départ, j'en avais S, et j'en ai mis au moins S1 étoile plus epsilon N dans la première partition. Donc, au pire, il me reste à mettre dans la deuxième partition S moins S1 étoile plus epsilon L. Alors, S1 étoile plus S2 étoile, c'est exactement l'ensemble des petites valeurs. Donc j'en avais
partie entière inférieure de S sur epsilon L fois epsilon L. Ça, c'est strictement supérieur à S moins epsilon L. Donc, S moins S1 étoile plus epsilon L, c'est inférieur ou égal à S2 étoile. Donc, je vais remplacer dans ma deuxième partition, en fait, un ensemble de valeurs epsilon, un certain nombre de fois la copie de la valeur epsilon L, et je vais les remplacer par des petits entiers qui, en total, ont une valeur moindre. Donc, quand je fais ma transformation, je vais augmenter potentiellement la taille de la première partition d'un maximum de 2 epsilon L, et par contre, la taille de ma deuxième partition, au pire, elle a la même taille, mais elle sera peut-être plus petite. Donc, globalement, la partition obtenue est de taille au plus, la taille de ma solution optimale pour l'instance I étoile, plus 2 epsilon L. Et donc, comme j'avais montré que T étoile opt, c'était inférieur à 1 plus epsilon fois T opt, j'obtiens quelque chose qui est une 1 plus 3 epsilon approximation. Et donc, j'ai obtenu, comme ça, une partition qui est 1 plus 3 fois epsilon, au pire, le coût de la solution optimale. Donc, globalement, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, à partir de mon instance de départ, j'ai construit une nouvelle instance qui est de taille constante. Donc, j'ai prouvé que l'optimale est de coût proche de celle de l'instance originelle. Ensuite, j'ai résolu optimalement la nouvelle instance par une recherche exhaustive, en utilisant le fait que mon instance était de taille bornée. Et, in fine, j'ai construit une solution garantie de l'instance de départ à partir de la solution optimale de mon instance de taille bornée. Donc, évidemment, pour remplir parfaitement le cahier des charges de départ, j'aurais dû faire ma construction avec epsilon sur 3 au lieu de epsilon. Alors, là, je vous ai montré un schéma général. En fait, on peut faire un peu plus simple dans le cas présent au niveau preuve. Mais ici, on a une structure qui est vraiment classique. Donc, on reprend exactement le même problème et on a les mêmes définitions de petits entiers et de grands entiers. Et là, ce qu'on fait, c'est on prend juste les grands entiers et comme l'argument de tout à l'heure, les grands entiers, j'en ai encore moins que j'avais de valeur dans mon instance I étoile. Donc, les grands entiers, j'en ai au maximum un nombre qui est borné constant et donc je peux faire une recherche exhaustive du partitionnement des grands entiers. Donc, je retire les grands entiers de mon instance, je fais une recherche exhaustive du partitionnement des grands entiers et j'obtiens une solution optimale du partitionnement uniquement des grands entiers. Et ensuite, je place gloutonnement mes petits entiers dans les partitions obtenues. Donc, je prends un petit entier et je le place dans la partition qui a la charge totale, la somme d'entiers qui est minimale à ce moment-là, et j'itère. Et ça me donne une 1 plus epsilon approximation. Pourquoi? On regarde juste le dernier entier qui a été placé. Donc, c'est un petit entier. Si ce n'est pas un petit entier, de toute façon, ça veut dire qu'on n'a pas de petit entier et on est optimal, donc il n'y a pas de problème. Donc, on regarde le dernier entier qui est placé, petit entier qui est placé. Donc, il a été placé dans une partition. Et il a été, par définition du placement glouton, il a été placé dans une partition qui était la plus petite au moment où il a été placé. À ce moment-là, la partition dans laquelle il a été placé, elle avait une taille qui était au plus à somme sur 2. La somme des entiers sur 2. Si elle avait une taille strictement supérieure, comme l'autre, par définition, a une taille au moins aussi grande, ça veut dire que la somme des entiers sur les deux partitions est strictement supérieure à la somme de tous les entiers. Ce n'est pas possible. Donc je sais que j'ai au maximum une taille de la somme sur 2 dans la partition sur laquelle je place mon dernier petit entier. Donc la taille finale de cette partition est donc au plus de A somme sur 2 plus la taille de mon entier. Donc A somme sur 2, par définition, c'est un minorant de L. Et AJ, comme c'est un petit entier, c'est inférieur ou égal à epsilon L. Et donc, j'ai 1 plus epsilon, ça c'est égal à 1 plus epsilon fois L. Et L, c'est un minorant de ma taille optimale. Donc là, j'ai une preuve beaucoup plus
beaucoup plus simple, mais qui est moins générique en structure. L'approche la plus classique, c'est l'approche précédente, où à partir d'un problème, on le transforme en un problème proche sur lequel on va pouvoir faire une recherche exhaustive. Donc, je suis capable, quelle que soit la valeur epsilon, de construire en temps polynomial une solution à 1 plus epsilon de l'optimal. Alors, là, il y a quelque chose qui peut-être vous a fait tiquer. C'est que le problème que je considère, c'est un problème qui a valeur discrète. Et 1 plus epsilon, approximation sur quelque chose qui a valeur discrète, ben, je vais finir par tomber sur l'optimal. Et donc, je vais résoudre mon problème. Donc, je prends une instance I de 2 partitions, et je vais noter sigma, donc ce que j'avais noté à somme avant, la somme des n entiers de cette instance. Si je prends une valeur de epsilon qui est strictement inférieure à 1 sur sigma, donc mon schéma d'approximation, il va me produire une solution de taille t, telle que t, par définition, est plus petit que 1 plus epsilon fois t opt, donc c'est-à-dire 1 plus 1 sur sigma fois t opt. Donc j'ai t opt sur sigma, et sigma, c'est la somme de tous les entiers. Donc t opt sur sigma, c'est plus petit que 1. Donc j'ai t qui est strictement inférieur à 1 plus t opt. Et t et t opt ne prennent que des valeurs entières. Donc j'ai t qui vaut t opt. Si je prends epsilon suffisamment petit, donc là j'ai pris 1 sur la somme de tous les entiers, mon algorithme d'approximation me donne une solution optimale. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quel est le coût d'exécution. C'est que là, le coût du schéma d'exécution, ce qu'on a utilisé précédemment, c'est qu'à un moment, on fait une recherche exhaustive, et donc on énumère 2 puissance 2 sur epsilon. On énumère les 2 puissance 2 sur epsilon partition. Enfin, solution possible au problème de partitionnement. Et donc là, on est en 2 puissance 2 sigma. Et en fait, ça c'est gros, parce que si vous voulez générer toutes les partitions, vous êtes juste en 2 puissance n. 2 puissance le nombre d'entiers, et donc en fait c'est moins que notre solution. C'est moins que notre algorithme. Donc effectivement, je suis capable d'obtenir une solution optimale de mon problème, mais la solution est coûteuse, et en fait, dans ce cas-là, je peux même faire ça plus rapidement avec une recherche brutale directement. Donc il faut faire attention ici, parce que on a un schéma d'approximation, mais il ne faut pas oublier que l'algorithme qui est produit, il s'exécute en temps polynomial en la taille de l'instance, mais on a epsilon qui est fixé. Et ici, typiquement, j'ai fixé epsilon après avoir eu l'instance. Donc il y a quand même si on a cette notion intéressante de schéma d'approximation polynomiale, il ne faut quand même pas oublier qu'on n'a pas rien sans rien et qu'il y a un coût qui peut être énorme qui est caché derrière. Et donc, voilà. Monsieur Gonor arrive juste à temps pour la réponse à sa question. Donc, il y a une notion qui est un peu plus fine que le schéma d'approximation polynomiale. C'est le schéma d'approximation qui est entièrement polynomial. La question que posait Stéphane, c'est comment est-ce que la valeur epsilon que l'on a joue dans la complexité? Quel est le rôle qu'elle joue dans la complexité du schéma d'approximation? Donc j'ai recopié-collé la définition d'un schéma d'approximation polynomial pour qu'on voit la différence avec un schéma d'approximation entièrement polynomial. Donc le schéma d'approximation polynomial, on a un algorithme d'approximation qui prend en entrée une instance du problème, qui prend en entrée une valeur de epsilon strictement positive. C'est un algorithme d'approximation qui est un facteur d'approximation de 1 plus epsilon et qui s'exécute en temps polynomial en la taille de l'instance quand epsilon est fixé. Le schéma d'approximation entièrement polynomial,
c'est la même chose, sauf qu'il s'exécute en temps polynomial en la taille de l'instance et en 1 sur epsilon. Et ce qu'on avait précédemment, ce n'était pas un schéma d'approximation entièrement polynomial, puisque là, on n'était pas polynomial en 1 sur epsilon, on était exponentiel en 1 sur epsilon. Donc, là, on rajoute une contrainte sur comment le facteur 1 sur epsilon apparaît dans la complexité de l'algorithme d'approximation. Donc en anglais, ça s'appelle Fully Polynomial Time Approximation Scheme, donc FPTAS. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on construit un FPTAS pour notre problème de 2 partitions. Alors là, on va procéder différemment. On va partir d'un algorithme optimal en temps exponentiel et on va l'approcher. Donc le but du jeu, ça va être de réduire sa complexité pour tomber en complexité polynomiale, mais sans perdre, ou sans trop perdre au niveau de la qualité du résultat. Alors, ici, une solution, ça va être représenté par 2 vecteurs. Donc la première composante du vecteur, c'est la taille de ce qui est stocké dans la première partition, et la deuxième composante, ce qui est stocké dans la deuxième partition. On va prendre un exemple, une instance très simple. On a 4 valeurs, 4, 3, 2 et 6, que je vais considérer dans cet ordre-là. Donc, un algorithme exhaustif, c'est, je prends la première valeur, 4, et je peux la mettre soit dans la première partition, et à ce moment-là, j'ai le vecteur 4, 0, soit je le mets dans la deuxième partition, et j'ai le vecteur 0, 4. Je passe à la deuxième valeur, qui est 3. Alors, soit j'ai 2 solutions temporaires. Donc, soit je la rajoute, ma valeur 3, à la première solution. Donc, je peux la rajouter donc je la rajoute à la première solution. Donc, soit je la rajoute dans la première partition, j'ai 7, 0, soit dans la deuxième, j'ai 4, 3. Ou sinon, je peux la rajouter à la deuxième solution que j'avais dans mon premier ensemble de vecteurs, donc à 0, 4. Et donc, soit je rajoute dans la première partition et j'ai 3, 4, soit dans la deuxième et j'ai 0, 7. Et ainsi de suite. Et je construis comme ça, étape par étape, tous les partitionnements possibles. Et à la fin, j'ai tous mes partitionnements possibles. Et là, j'ai au centre, en symétrique, ma solution optimale, qui est 2 fois la renumérotation des partitions près. Donc là, j'ai un algorithme optimal pour résoudre mon problème, et bien évidemment, qui est exponentiel. Donc la question, c'est comment est-ce que je vais transformer cet algorithme exponentiel optimal pour obtenir un schéma d'approximation pleinement polynomial. Alors, ce que je fais ici, c'est que je vais découper mon espace des vecteurs en un certain nombre de paquets. Donc je procède comme précédemment. Donc, je prends la première valeur, 4, et je génère les 2 solutions possibles. J'itère, je rajoute la deuxième valeur. Donc j'ai pris ma deuxième valeur 3 et je l'ai rajoutée dans toutes les partitions possibles de chacune des solutions que j'avais jusque-là. Mais là, il se passe quelque chose, c'est que j'ai 2 de mes solutions qui tombent dans la même case. Je crois que le vocabulaire classique en anglais, c'est buckets. Donc les 2 solutions tombent dans le même seau. Alors là, ce que je décide, c'est que je ne vais garder qu'une des 2 solutions qui sont dans le même seau, qui sont dans la même case. Donc j'en prends une et je jette l'autre. Et je recommence. Donc j'ai pris ma valeur 2. Donc il me restait 3 valeurs. Et donc, j'ai rajouté dans chacune des 2 partitions possibles de chacune de ces 3 valeurs. Donc, j'ai 6 nouvelles solutions. Et là, de nouveau, j'ai 2 solutions bleues ici qui sont dans une même case et 2 solutions noires qui sont dans une même case. Donc, à chaque fois, je ne garde qu'une des différentes solutions qui sont dans une même case. Et je continue. Un nouvel ensemble de valeurs et, donc exactement double de ce que j'avais précédemment, et encore 2 bleus dans la même valeur, 2 noirs dans la même valeur, 2 valeurs bleues dans la même case, 2 valeurs noires dans la même case. J'en garde
une des deux. Donc je suis arrivé à la fin et je regarde quelles solutions, bon, je trouve que c'est symétrique là, sont les meilleures. Donc, deux choses ici. Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Ben, je vais essayer de faire, enfin, je vais me débrouiller pour avoir un nombre de cases qui partitionnent mon espace des possibilités qui soit polynomial en la taille de mon problème. Si je fais ça, comme à chaque étape, je m'interdis de garder deux valeurs qui sont dans la même case, à chaque étape, j'ai au plus, à la fin de chaque étape, j'ai au plus une valeur par case. Donc j'ai au plus un nombre de valeurs qui est polynomial en la taille de mon problème. Et à chaque étape, je vais prendre une valeur de mon instance, la rajouter à toutes les solutions temporaires que j'aurai, j'élaguerai, et donc j'aurai un coût de chaque étape qui sera polynomial en la taille du problème, et j'ai un nombre d'étapes qui est égal au nombre d'éléments dans mon instance. Donc si je réussis à avoir un nombre de cases qui est polynomial en la taille de mon problème, je sais que l'algorithme que j'aurai généré aura un temps d'exécution qui sera polynomial en la taille de mon problème. Bon, évidemment, la deuxième chose, c'est qu'il faut que, à la fin, j'obtienne une solution qui soit relativement proche de celle de départ. Donc, je vais partitionner l'espace des solutions en un nombre de parties. Alors oui, j'ai dit en la taille du problème, c'est en fait en la taille du problème et de 1 sur epsilon. Parce que c'est ça que j'ai le droit de faire. J'ai le droit d'être polynomial en la taille de l'instance et en 1 sur epsilon. Donc je vais partitionner l'espace des solutions en un nombre de parties, un nombre de cases, de sauts, qui est polynomial en la taille du problème et en 1 sur epsilon. Je ne garde qu'une solution intermédiaire par chacune de mes cases, et je vais définir ces cases, ce partitionnement de l'espace des solutions, de telle manière que la meilleure solution approchée soit, au pire, à 1 plus epsilon de la solution optimale. Alors, il y a une chose que je n'ai pas vérifiée ici, c'est que mon algorithme, ce qu'il produit, est effectivement une partition. Donc, je n'ai pas à prouver qu'il est correct. J'ai juste à prouver que ce qu'il produit est suffisamment bon par rapport à mon critère. Alors, formellement, qu'est-ce que je fais? Donc, soit n, le nombre d'entiers dans mon instance, je vais poser delta qui est 1 plus epsilon sur 2n. Et je vais partitionner mon ensemble, mon espace des solutions, suivant les valeurs de delta, donc j'ai 0, delta, 0, 1, delta, delta carré, jusqu'à delta puissance m. Donc, quelle est la valeur de m pour que je couvre l'ensemble? Donc, m, ça doit être partie entière supérieure de log en base delta de la somme de mes entiers. Donc, m, c'est plus petit que partie entière supérieure de... On peut montrer que c'est plus petit que partie entière supérieure de 1 plus 2n sur epsilon log de a somme, à cause de cette propriété du logarithme. Et donc ça, log de a somme, c'est polynomial en la taille de mon instance, et 1 plus 2n sur epsilon, c'est polynomial en la taille de mon instance et en 1 sur epsilon. Donc m est bien polynomial en la taille de l'instance et en 1 sur epsilon, donc m carré aussi, et donc le temps d'exécution de mon algorithme sera bien polynomial en la taille de mon instance et en 1 sur epsilon. Alors, mon premier ensemble de solutions, c'est comme précédemment, je prends la première valeur et je la mets soit dans la première partition, soit dans la deuxième. Ensuite, donc j'ai n-1 étape à mon algorithme, une étape par valeur que j'essaye de rajouter. Donc à chaque fois, je prends, quand je veux rajouter une valeur, je prends une par une toutes les solutions que j'avais à la fin de l'étape précédente, donc une solution xy, et je lui rajoute ma valeur ak, soit dans la première partition, soit dans la deuxième. Donc je forme ce nouveau vecteur et j'essaye de le mettre dans mon espace des solutions. Donc il va tomber dans une case. Et je regarde. Si ma case contient déjà une solution, je mets ma nouvelle valeur à la poubelle. Sinon, je le mets dans mon nouvel ensemble de solutions. Donc ce que je vous ai dit, c'est que à la fin d'une étape, mon ensemble de solutions est de taille au maximum
m carré, et mon algorithme s'exécute en n fois m carré. Alors, donc là, ce qu'il faut que je montre, c'est que à la fin, la meilleure solution est une 1 plus epsilon approximation de la solution optimale. Donc, pour ça, on va montrer par récurrence que, donc, quel que soit k, donc c'est-à-dire l'entier que je suis en train de rajouter au système, eh bien, et quel que soit le vecteur généré à l'étape k de l'algorithme exhaustif, donc qui considère toutes les solutions. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit, cette propriété? C'est que donc, je me place au moment, enfin, à la fin de l'étape où j'ai généré toutes les solutions possibles avec les k premières valeurs. Et ben, dans mon ensemble partiel de solutions dans lequel j'ai écrémé, et ben, j'ai une solution qui est, donc la première coordonnée est au pire delta puissance k fois plus grande que l'abscisse d'une solution existante, et l'ordonnée est delta puissance k fois l'ordonnée de la même solution. Donc j'ai un rapport, je peux toujours borner une solution pas approchée à delta puissance k par une solution existante. Pardon, une solution approchée par une solution de l'ensemble exhaustif. Donc, bon, il faut montrer ça par récurrence. Pour k égale 1, ben, comment est-ce que ça se montre? Ben, ce qu'il faut regarder, c'est à quelles conditions, qu'est-ce qui se passe quand on ne met pas une valeur dans notre ensemble temporaire de solutions. On ne le met pas s'il y a déjà une valeur qui est dans la même case et deux valeurs qui sont dans la même case. Et ben, comme j'ai partitionné géométriquement avec un facteur delta mes cases, ça veut dire que j'ai un facteur delta au maximum entre les abscisses des deux vecteurs et entre les ordonnées des deux vecteurs. Donc pour k égale 1, c'est trivial, c'est immédiat. Donc on continue pour le raisonnement par récurrence. Donc on suppose que c'est vrai jusqu'au rang k-1. Donc on prend notre vecteur xy de la solution exhaustive, et donc il a été obtenu en rajoutant la valeur ak à une solution de l'espace précédent, de k-1. Donc ça a été rajouté à la première partition, soit à la deuxième. Donc on suppose, sans perte de généralité, que ça a été rajouté à la première partition. Donc il existe un vecteur UV qui appartenait à l'ensemble précédent, exhaustif, tel que x égale u plus ak et y égale v. Donc là, on utilise l'hypothèse de récurrence qui nous dit que dans la solution approchée, donc au rang k-1 des solutions, il existait une solution u dièse v dièse, telle que u dièse était plus petit que delta puissance k-1 u et v dièse était plus petit que delta puissance k-1 v. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que on n'est pas du tout sûr que u dièse plus ak, ça appartienne à l'ensemble des solutions qui restent à l'étape k pour la solution approchée. On va l'avoir considéré, ce vecteur-là, mais peut-être qu'on l'a mis à la poubelle. Donc si on l'a mis à la poubelle, c'est parce qu'il tombait dans une case dans laquelle il y avait déjà un vecteur. Donc ça nous montre que soit cette valeur-là, elle y est, u dièse plus ak, v dièse, soit il y avait déjà une valeur dans cette case. Donc dans tous les cas, il y avait une valeur dans la case. Donc, pardon, dans tous les cas, à la fin, il y a une valeur dans la case. Donc il existe un vecteur x dièse, y dièse, donc qui appartient à l'ensemble approché des solutions à la fin de la k-ième étape, qui n'est pas très loin de u dièse plus ak et de v dièse. Et donc, on reporte juste l'ensemble des inéquations que l'on a ici pour montrer que x dièse est plus petit que delta puissance kx et y dièse est plus petit que delta puissance ky. Donc on montre comme ça, par induction, que même si à chaque étape, on fait des approximations, puisque à chaque étape, on va potentiellement mettre des solutions à la poubelle, donc on a une accumulation d'erreurs, ce qui pourrait nous faire craindre. Donc on reste toujours, au bout de k étapes, à un facteur delta puissance k de l'optimal. Donc on a montré
Donc ça, qu'on avait toujours, au bout de n étapes, on était au maximum à delta puissance n. On avait une erreur cumulée de maximum delta puissance n. Et donc par conséquent, le maximum de tout... Pardon, si on prend un vecteur xy de l'espace total des solutions, on sait qu'il existe un vecteur x dièse y dièse de l'espace approché des solutions, tel que le maximum de x dièse y dièse est inférieur ou égal à delta puissance n, le maximum de x et y. Donc évidemment, pour x, y, il suffit de prendre une solution optimale du problème de départ. Et donc on sait qu'il existe une solution x dièse y dièse produite par notre algorithme d'approximation, telle que donc, la valeur de la solution est inférieure ou égale à delta puissance n, la valeur de l'optimale. Donc là, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de montrer que le delta puissance n, c'est inférieur ou égal à 1 plus epsilon. Et donc bon, ça c'est une analyse de la fonction, de pourquoi est-ce qu'on a choisi delta qui vaut 1 plus e sur 2 puissance n. Et donc là, on peut montrer que 1 plus epsilon sur 2 puissance, 1 plus epsilon sur 2n, le tout à la puissance n, et effectivement, c'est plus petit que 1 plus epsilon. Et donc, ça prouve que l'ensemble de notre schéma remplit exactement les conditions qu'on lui avait imposées. Donc, produire un résultat qui est au pire 1 plus epsilon fois la valeur de l'optimale et qui s'exécute en temps polynomial, en la taille de l'instance et en 1 sur epsilon. Donc là, on est parti, cette fois-ci, d'un algorithme optimal que l'on a simplifié. Alors, la complexité, c'est le nombre d'instances dans mon problème de deux partitions fois le carré de m, donc qui a cette valeur-là. Donc on est en n fois partie entière supérieure de 1 plus 2n sur epsilon fois le logarithme de la somme des entiers, de tout au carré. Donc ça, ce n'est plus potentiellement exponentiel, contrairement à ce qu'on avait dans le schéma d'approximation en temps polynomial pour ce même problème. Par contre, revenir quand même un petit peu sur ces valeurs. Donc ça, c'est le schéma que je vous ai montré tout à l'heure avec le partitionnement que j'ai utilisé. Alors j'ai utilisé les vraies valeurs tirées du théorème. Donc là, j'avais une instance avec 4 valeurs. La somme des valeurs, ça valait 15. Et j'ai pris un epsilon qui vaut 8. Donc mon 1 plus epsilon approximation, ici, c'est une 9 approximation. Donc, évidemment, c'est lamentable puisqu'on avait une 7/6e approximation pour ce même problème-là. Bon, si on regarde, donc la complexité, elle est en nm carré, là c'est en 64, c'est petit. Pourquoi est-ce que je vous ai pris une valeur de epsilon aussi grande? C'était pour avoir quelque chose qui soit lisible à l'écran. Parce que si j'avais voulu prendre un epsilon, donc ici qui vaut 1/6e, donc pour faire aussi bien que le meilleur de mes deux algorithmes gloutons, bon, à l'échelle, la grille, elle donne ça. Parce que m, ça vaut 132, et nm carré, donc ça vaut dans les 70 000. Bon, c'est déjà un petit peu plus conséquent, mais ce n'est pas énorme. Si on veut prendre une instance un peu plus réaliste, donc je prends 100 valeurs, 100 entiers, chacun des entiers vaut en moyenne 50, enfin j'ai une somme totale en 5000. J'essaye de faire mieux que le meilleur algorithme d'approximation que je vous avais présenté avant. Donc au lieu, comme j'avais epsilon 1/6e pour le meilleur, je prends epsilon égale 1/12e. Donc j'ai une 13/12e approximation. Donc j'ai m qui vaut 20 000. nm carré, c'est en 40 milliards. 40 milliards, ça va. Ça se fait encore relativement rapidement. C'est mieux que la recherche exhaustive, puisque là, on est en 40 10 puissance 9. Une recherche exhaustive de puissance 100, on sera en 10 puissance 30. Donc effectivement, je gagne par rapport à ma recherche exhaustive. Par contre, si je regarde ce que j'avais pour le PETAS, le PETAS, il avait... Donc, ce qui était important, c'est le facteur 2 sur epsilon, ici, qui vaut 24, et que j'étais en 2 puissance 2 sur epsilon. Donc j'étais en 2 puissance 24. Donc là, je serais en 16 millions. Je serais en 16 millions au lieu de 40 milliards, grosso modo à la louche, avec quelques facteurs multiplicatifs devant. Mais tout ça pour vous montrer que, effectivement, j'ai un schéma ici qui est d'approximation, qui est pleinement polynomial. Donc je sais que sa complexité, elle est polynomiale en la taille de l'instance et en 1 sur epsilon, ce qui n'était pas le cas précédemment. Mais quand on voit
sur mon petit exemple à 4 instances n égale 15, enfin quand on voit la taille du maillage, effectivement, mon maillage, il est polynomial en la taille du problème, mais il est quand même énorme. Et que mon algorithme, mon pétas, qui est potentiellement exponentiel, il y a quand même un ensemble de valeurs pour lequel il est encore meilleur que mon f pétas. Évidemment, asymptotiquement, il va finir par perdre. Mais il faut quand même faire attention aux choses qui sont cachées dans la formule de complexité et dans les constantes. Alors, une dernière chose pour conclure ce cours sur les algorithmes d'approximation. Je vais vous avoir montré deux types de problèmes différents. Enfin, on peut considérer, il y a des problèmes pour lesquels ça paraissait très simple d'avoir des schémas d'approximation. Donc on a celui-là où ce problème de deux partitions où on a un f pétas en 1 plus epsilon, donc on a l'impression qu'on peut faire aussi bien que l'on veut. On avait le problème du bin packing, parce que donc, je vous ai montré deux algorithmes au départ qui étaient des deux approximations, puis montré que c'était, en fait, on pouvait construire une 3,5 approximation et qu'on ne pouvait pas faire mieux que 3,5. On ne peut pas faire mieux que 3,5, mais quand on regarde le problème du bin packing, donc placement des objets dans le moins de boîtes possible, on a l'impression que, quel que soit l'algorithme qu'on imagine, à moins de décider de mettre une tâche par boîte, mais n'importe quel algorithme raisonnable qu'on imagine, on a l'intuition que ça va être une 2 approximation. Parce que, grosso modo, il va y avoir, chacune des boîtes, à part la dernière, va être chargée au moins à la moitié. Si on crée une nouvelle boîte, c'est que la précédente, elle est au moins chargée à la moitié. Et donc, on a l'impression que quoi qu'on fasse, aussi stupide que l'on veut, on va avoir une 2 approximation. Donc ça paraît un problème facile. Donc il y a des problèmes où on a l'impression que c'est très facile d'avoir un algorithme d'approximation, ou quoi qu'on fasse, on a un algorithme d'approximation avec un bon facteur. Et de l'autre côté, on a le problème du voyageur de commerce, où là, on ne peut rien faire. Il n'y a pas d'approximation, il n'y a pas d'algorithme d'approximation, à moins de rajouter des hypothèses, l'hypothèse d'inégalité triangulaire. Donc pour finir, je vais vous présenter un autre algorithme, un autre problème, c'est le problème du sac à dos. Donc ici, j'ai un sac à dos avec une certaine capacité et j'ai un ensemble d'objets. Donc chaque objet, il a une taille et il a une valeur. Et mon problème, ça va être de mettre un ensemble d'objets dans mon sac à dos de plus grande valeur totale possible. Et quand on voit ça, on se dit que chaque objet, il a un coût, en fait, c'est sa taille, et il a un bénéfice qui est sa valeur. Et donc, il y a une notion de rentabilité. Et donc, l'idée intuitive, c'est, comme il y a implicitement une notion de rentabilité, on va faire un algorithme glouton qui va mettre les tâches dans le sac à dos par ordre décroissant de rentabilité. Donc je classe mes objets par ratio valeur sur taille et je les mets gloutonnement dans mon sac à dos tant que ça rentre. Donc évidemment, si un objet ne rentre pas, je le mets à la poubelle et je passe à l'objet suivant. Alors, quelle est la performance de cette heuristique ? Donc je considère ici une instance avec deux objets. Il y a un objet qui est de taille 1 et de valeur 1. Donc il a une rentabilité de 1. Et j'ai un deuxième objet qui lui est de taille B, la taille de mon sac à dos. Donc on peut mettre que lui. Et il est de valeur B-1. Donc sa rentabilité, c'est B-1 sur B, c'est strictement inférieur à 1. Et évidemment, je ne peux pas mettre les deux en même temps. Donc qu'est-ce que fait mon algorithme? Je mets l'objet le plus rentable d'abord, il met seulement le premier. Et la valeur de mon sac à dos, c'est 1. Si je mets le deuxième, j'ai une valeur de B-1. Quelle est une borne inférieure sur le facteur d'approximation de mon algorithme, l'objet le plus rentable d'abord? Donc ici, je suis sur un problème de maximisation, donc c'est pour ça que je suis dans l'inverse de d'habitude. Donc, l'optimal, c'est B-1.
lui est réussi 1, et donc borne inférieure, elle tend vers l'infini. Donc mon algorithme ici, l'algorithme glouton qui consiste à mettre d'abord l'objet le plus rentable, ce n'est pas un algorithme d'approximation. Donc là, j'ai un problème où j'ai une idée intuitive qui paraît tenir la route, et ben non, ce n'est pas une bonne idée. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un algorithme? Alors évidemment, si je vous ai présenté cet exemple-là, c'est qu'il existe un algorithme d'approximation. Alors comment est-ce que je fais un algorithme d'approximation? Pour ça, ben, grosso modo, je fais ça. Je fais tourner mon algorithme, l'objet le plus rentable d'abord, ça me produit une solution. Je prends l'objet qui a le plus grand coût, ça me fait une autre solution. Je prends la meilleure des deux solutions. Et comme ça, j'ai une 2 approximation. Donc, je construis la solution S de l'heuristique, l'objet le plus rentable d'abord, et je compare ça à juste prendre l'objet de plus grande valeur. Si l'objet de plus grande valeur a une plus grande valeur, je le prends, sinon je envoie la solution S. Alors, comment est-ce que je montre que ça, c'est une 2 approximation? Ben, mon sac à dos, je l'ai rempli. Je l'ai rempli en mettant les objets dedans un par un. Et je les remplis en les considérant par rentabilité décroissante. Et donc, j'ai pas pu mettre tous les objets dans mon sac à dos. Enfin, si j'ai pu tous les mettre, c'est optimal. Donc la question ne se pose pas. Donc on suppose que j'ai pas pu tous les mettre. Donc j'appelle J, soit J, c'est l'indice du premier objet que j'ai pas pu mettre dans ma solution S. Après, dans S, je peux en rajouter d'autres. Mais le premier que j'ai pas pu mettre, je l'appelle J. Quand je regarde la solution intermédiaire que j'avais au moment où j'ai regardé mon objet J. Donc ça, c'est qu'est-ce que j'avais dans mon sac à dos? J'avais les J-, par définition, j'avais les J-1 premiers objets. Donc la valeur du sac à dos à ce moment-là, c'est V chapeau J, c'est la somme des valeurs des J premiers objets. Et évidemment, c'est inférieur ou égal à la valeur de la solution fournie par mon algorithme. Peut-être qu'il a rajouté des objets, peut-être pas, mais en tout cas, il n'en a pas enlevé, donc la valeur n'a pu qu'augmenter. Et la taille de ce que j'ai mis dedans, bon, c'est la somme des tailles des J-1 premiers objets, et évidemment, ils rentraient tous dans le sac à dos, c'est inférieur à B. Alors, je vais créer une nouvelle tâche que je vais rajouter, un nouvel objet que je vais rajouter à mon instance de sac à dos. C'est un objet dont la taille, c'est ce qui reste une fois que j'ai mis les J-1 premiers objets. Donc B moins T chapeau J. Et sa valeur, c'est B moins T chapeau J sur TJ fois VJ. En fait, je crée une tâche qui est de taille B moins T chapeau J et qui est de même rentabilité que la tâche J, la première que je n'ai pas pu mettre. Donc, j'ai juste remis la définition de la tâche. Alors, quand je considère l'instance de départ à laquelle, la nouvelle instance, donc l'instance de départ à laquelle j'ai rajouté ma nouvelle tâche, eh bien, la solution optimale, c'est de mettre les J-1 première tâche et ma nouvelle tâche. Parce que si je fais autre chose, je vais avoir mis dans mon sac à dos des tâches qui sont... Donc là, je remplis tout. C'est très important. Mon sac à dos est plein à bloc. La somme des tailles des tâches, des tailles des objets, pardon, est de B. Et si je mets autre chose dedans, je vais mettre des objets qui sont moins rentables. Donc je ne peux que perdre. Donc ma solution optimale de l'instance I à laquelle j'ai rajouté l'objet X, c'est ça. Donc, la valeur de l'optimal pour l'instance I, il est obligatoirement inférieur à la valeur de l'optimal pour cette instance où j'ai un peu plus d'objets parmi lesquels choisir. Donc la valeur de l'optimal pour l'instance de départ, c'est inférieur à la valeur de l'optimal pour ma nouvelle instance où j'ai rajouté une tâche. Et ça, je sais que c'est égal à V chapeau J plus, je vais appeler Vn plus 1 la valeur de X. Et donc, Vn plus 1, par définition, c'est strictement inférieur à Vj. Donc je sais que la valeur de l'optimal, elle est strictement inférieure à V chapeau J plus Vj. Alors j'ai deux cas possibles. Soit Vj est inférieur ou égal à V chapeau J. Donc là, je reprends, la valeur de l'optimal, elle est même strictement inférieure à V chapeau J plus Vj. Vj, c'est inférieur à V chapeau J, donc c'est inférieur à 2 fois V chapeau J. V chapeau J, j'avais montré...
V chapeau J, c'est inférieur à la valeur de S, la solution qu'avait fournie mon algorithme, et donc c'est inférieur à 2 fois le maximum de S et de Vmax, et ça c'est exactement la valeur objective de mon nouvel algorithme. Donc dans le premier cas, j'ai bien ma borne de 2. Dans le deuxième cas, j'ai la valeur de la tâche VJ, elle est strictement supérieure à la somme des valeurs des J-1 première tâche. Alors, la valeur de la solution optimale de I, elle est inférieure à V chapeau J plus VJ, et donc ça, c'est inférieur strictement à 2 fois la valeur maximale d'un objet. Puisque V chapeau J, c'est plus petit strictement que VJ, et VJ, bah, c'est au mieux la valeur maximale d'un objet. Donc c'est 2 fois Vmax, et donc c'est inférieur à 2 fois le maximum de S et la valeur de l'objet de plus grande valeur. Et donc, par cette pirouette, j'ai pris 2 algorithmes, donc le glouton et puis celui qui prend juste la plus grande valeur, et j'ai pris la meilleure de leurs 2 solutions, et là, j'ai une 2 approximation. Donc ici, j'ai rajouté cet exemple-là parce qu'on a un problème ici où on peut faire relativement facilement une solution de bonne qualité. On a une 2 approximation, mais où toutes les bonnes idées ne marchent pas. L'idée de juste avoir un algorithme glouton en rajoutant les tâches par rentabilité décroissante ne permet pas d'obtenir un algorithme d'approximation. Alors, pour conclure, donc en résumé, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'était la notion d'algorithme d'approximation et aussi accessoirement d'algorithme asymptotiquement d'approximation. Je vais vous montrer comment, via des réductions à des problèmes de NP complétude, on peut montrer soit une borne inférieure sur le facteur d'approximation de tout algorithme d'approximation, soit montrer qu'un problème n'admet pas d'algorithme d'approximation. Et donc j'ai fini par ces histoires de schémas d'approximation en temps polynomial ou entièrement polynomial, donc des problèmes pour lesquels, quelle que soit la valeur de epsilon strictement positif, on est capable de produire en un temps polynomial, donc soit juste en la taille de l'instance, soit en la taille de l'instance et en 1 sur epsilon, une 1 plus epsilon approximation. Avez-vous des questions ? Alors, je vais te poser la question que je t'ai posée tout à l'heure en privé. Sur la question de la couverture par sommet, tu nous as montré un algorithme de 2 approximations. Tu nous as dit qu'il n'y avait pas de 1,99 approximations connues. Alors, est-ce qu'on a prouvé qu'on ne pouvait pas faire mieux que 2, sauf si P égale NP? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que les gens s'y intéressent? Alors, je suppose qu'il y a des gens qui ont regardé. À ma connaissance, le problème est ouvert. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne connaît pas de borne inférieure sur le facteur d'approximation pour ce problème de couverture par sommet. Il n'y a pas d'algorithme d'approximation à facteur d'approximation constant qui est un facteur d'approximation strictement inférieur à 2. Je dis facteur d'approximation constant parce que, alors là, je ne le sais pas de mémoire, je pourrais vous sortir ça après, mais c'est du style, il existe un algorithme d'approximation dont le facteur, donc si n est la taille de l'instance, c'est 2 moins une fonction de log de n sur une autre fonction de log de n. Donc il y a un algorithme d'approximation avec qui est strictement meilleur qu'une 2 approximation, mais avec quelque chose qui n'est pas constant, qui dépend de la taille de l'instance. Mais à ma connaissance, la complexité en sens borne inférieure sur le facteur d'approximation est un problème ouvert. Oui, moi je voulais demander, parce que la suite d'exemples que tu as choisi là, ça me paraît très
très, non, très adéquate pour les utiliser devant des étudiants. Est-ce que tu as une référence qui fasse un peu, qui soit à jour et qui liste comme ça un certain nombre de problèmes sur lesquels non mais hormis voilà, non mais plus, avec d'autres exemples, quoi. Non, parce que alors c'est pas du tout des choses dont je suis spécialiste. Ça fait juste partie de ma culture. C'est pas des choses sur lesquelles j'ai regardé. Il me semble qu'il y a un livre qui s'appelle, je dirais, comme ça au débeauté, avec beaucoup de guillemets et de précautions oratoires. Il doit y avoir un livre Approximation Algorithms de quelqu'un comme Verrazani qui est vraiment la référence dans ce domaine-là, qui a dû sortir il y a une demi-douzaine d'années. Donc je pourrais te trouver la référence, mais comme ça, j'ai pas ça sur ma table de chevet. Il y a un livre de Williamson et je sais plus qui, je sais plus quel deuxième auteur. Bon, c'est en anglais bien sûr, mais c'est la référence actuellement là-dessus. Mais par contre, il faut voir que ça va assez loin, donc ça aborde des techniques beaucoup plus avancées que ce qui a été présenté là. D'autres questions ? Bon, ben merci beaucoup.